Quand j'ai commencé à explorer les égouts de Paris, je m'attendais à documenter le triomphe classique de l'ingénierie du 19e siècle, l'œuvre d'Haussmann, la modernisation. Mais les premières photographies que j'ai trouvées, datées de 1867, montraient quelque chose de complètement différent. Des chambres voûtées à l'échelle des cathédrales, une précision mathématique dans la pierre qui semblait impossible. Les plans d'archives révélaient un réseau de 2400 km soi-disant achevé dans un délai impensable, avec des sections marquées « infrastructures existantes incorporées ». Des chambres de résonance acoustique, des systèmes de régulation de pression hydraulique, des connaissances qui dépassaient largement les capacités documentées des années 1850. Je pensais documenter la réalisation d'Haussmann. En quelques jours, j'ai compris que je documentais son appropriation. Les archives municipales supprimées mentionnaient des galeries anciennes, des conduits préexistants. Puis ces références disparaissaient complètement après 1871. Debout dans une chambre scellée, j'ai compris. Ce n'était pas une infrastructure, c'était un héritage. J'ai commencé par examiner le calendrier officiel. Selon les archives municipales, Haussmann aurait construit 2400 km de tunnels voûtés entre 1854 et 1870, 16 ans. J'ai sorti ma calculatrice. Cela signifie 150 km par an, 400 mètres par jour, chaque jour, sans interruption, pendant 16 ans. Je me suis tourné vers les manuels d'ingénierie de l'époque. Les machines de forage modernes atteignent environ 50 mètres par mois. Les archives d'Haussmann prétendent 15 km par an avec des pioches et des pelles. Les photographies des années 1860 montrent des sections de tunnels déjà achevées avec des pierres de voûte taillées au millimètre près, parfaitement ajustées sans mortier. Et cela pendant la guerre franco-prussienne, pendant les pénuries d'approvisionnement. J'ai cherché les documents de construction. Les photographies des 8 premières années, de 1854 à 1862, sont complètement absentes des archives municipales. Pas de registre de blessures des travailleurs, pas de contrat de carrière, pas de logistique d'excavation, rien pour la période de construction maximale. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ce calendrier, de 1854 à 1870, coïncidait exactement avec des projets similaires dans toutes les capitales européennes. Londres, Vienne, Berlin. Toutes prétendaient moderniser des infrastructures d'une ampleur invraisemblable pendant exactement la même période. Comme si elles héritaient toutes de quelque chose et le déguisaient en innovation. Et puis j'ai trouvé les mesures de profondeur. Certains tunnels se trouvaient à 30 mètres sous le niveau de la Seine, ce qui signifie que les constructeurs auraient dû excaver sous la nappe phréatique en utilisant des pompes des années 1850. Comment est-ce possible? Comment creuser sous l'eau avec la technologie de l'époque? À moins que quelqu'un n'ait déjà résolu ce problème des siècles auparavant, à moins que ces tunnels n'aient jamais été construits par Haussmann, à moins qu'ils n'aient simplement été trouvés. Je m'attendais à trouver des canaux de briques rudimentaires, des conduits fonctionnels, mais quand je suis descendu dans les collecteurs principaux, j'ai découvert autre chose, des chambres voûtées à l'échelle gothique, 6 mètres de haut, des arcs en encorbellement, des clés de voûte décoratives, dans des égouts. Les photographies de 1867 ne mentent pas. Ces voûtes démontrent des calculs de charge qui nécessitent des connaissances structurelles qui n'ont été formellement documentées qu'avec les théories des charpentes en fer d'Eiffel dans les années 1880. Pourtant, elles existaient déjà en 1867. Des analyses acoustiques modernes effectuées lors des visites touristiques des égouts révèlent des fréquences de résonance spécifiques. Ces espaces possèdent des propriétés harmoniques intentionnelles. Pourquoi des tunnels d'égout auraient-ils besoin de résonance acoustique? Pourquoi une géométrie sacrée? Pourquoi des plafonds de cathédrale? J'ai cherché les plans architecturaux. Aucun dessin pour les calculs de voûte n'existe avant 1870. Tous les plans de construction sont datés après l'achèvement. L'attribution originale de la conception disparaît. Les plans sont simplement marqués « adaptés d'ouvrages existants ». Adaptés, pas créés, adaptés. Les techniques de voûtage à l'échelle des cathédrales, les techniques d'encorbellement, les chambres de résonance acoustique, tout cela est identique aux sites sacrés à travers les régions cartographiées de la Tartarie. Au plus géométrie, plus son. Ce n'est pas un système de gestion des déchets, c'est un système intégré. Quelque chose de complètement différent. Je me tenais là, dans ces chambres massives, et je me suis posé une question simple. Si vous construisiez des égouts, pourquoi les feriez-vous ressembler à des cathédrales? Pourquoi cette beauté? Pourquoi cette précision? Pourquoi cette résonance? À moins que ces espaces n'aient jamais été destinés aux déchets, à moins qu'ils n'aient servi à quelque chose de complètement différent, quelque chose que nous avons oublié, quelque chose que nous avons reconverti. J'ai examiné les systèmes de régulation de pression hydraulique. Ce que j'ai trouvé m'a laissé sans voix. Des mécanismes auto-équilibrants, des chambres de débordement, des calculs de gradient qui fonctionnent sans pompe ni alimentation externe. Un réseau alimenté par gravité qui maintient une pression constante sur 2400 km malgré les changements d'altitude, les traversées de rivières et les influences des marées.
Les diagrammes techniques des années 1860 montrent des chambres d'égalisation de pression, des photographies de vannes d'eau sculptées dans la pierre avec des tolérances de précision. Des analyses de débit modernes révèlent un système autorégulé. Mais comment cela fonctionne-t-il sans les simulations informatiques que nous utilisons aujourd'hui? Un réseau hydraulique intégré de cette échelle nécessite une modélisation qui précède la simulation informatique de 100 ans. Pourtant, il existe et il fonctionne parfaitement. J'ai cherché les méthodes de calcul hydraulique dans les archives de l'époque d'Haussmann. Rien. Le système fonctionne simplement, sans processus de conception documenté. Les noms de l'équipe d'ingénierie originale ont été effacés des archives officielles après 1871, complètement effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les systèmes hydrauliques autorégulés correspondent aux descriptions de la gestion de l'eau de la Tartarie, collecte d'eau atmosphérique, distribution de pression, intégration avec les fondations des bâtiments. Ce n'est pas un système d'égout, c'est une distribution d'énergie. Un système qui capte, distribue et régule l'eau comme source d'énergie. Je suis resté longtemps dans ces tunnels, écoutant l'eau couler. Le système s'équilibrait lui-même, parfaitement, comme si les tunnels n'étaient pas du tout des canaux. Ils étaient des veines, une partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui respire. Un organisme urbain fonctionnant selon des principes que nous ne comprenons plus, des principes que nous avons oubliés, ou qu'on nous a fait oublier. Puis j'ai découvert les jonctions scellées, des chambres murées à maintes reprises, marquées condamnées dans les ordres municipaux de 1871, toutes scellées immédiatement après la Commune de Paris, toutes situées à des points d'intersection géométriques sous des bâtiments majeurs. Les ordres de fermeture de 1872 énumèrent des coordonnées spécifiques. Des photographies montrent des arches maçonnées avec des passages visiblement scellés derrière. Les cartes de superposition géométrique révèlent que les points de jonction s'alignent avec les monuments de surface. Ce n'est pas aléatoire, c'est intentionnel, c'est géométrique. Les chambres scellées montrent des preuves de ferronnerie retirée, des trous de boulons, des points d'ancrage, des canaux de câbles. Une infrastructure technologique délibérément extraite avant le scellement. Quelque chose a été retiré, quelque chose d'important. J'ai cherché des explications dans les archives officielles. Rien, aucune explication pour les fermetures. Des sections entières de la carte du réseau ont simplement été supprimées des plans municipaux de 1872 et après, les inventaires des chambres avant fermeture ont disparu, complètement disparu. Les points de jonction géométrique correspondent aux motifs de géométrie sacrée, espacement du nombre d'or, intersection de lignes telluriques. Les chambres scellées abritaient probablement des nœuds de résonance, de pression et d'énergie pour l'intégration du système à l'échelle du bâtiment, des points de connexion entre le souterrain et la surface, entre la machine sous la ville et les structures au-dessus. Ils n'ont pas seulement scellé ces chambres, ils les ont effacées des cartes, ils ont retiré la preuve de ce qu'elles contenaient. Et cet effacement de masse s'est produit en 1 mois après l'effondrement de la commune. 1 mois. Comme si quelqu'un attendait, comme si quelqu'un planifiait. Pourquoi sceller des chambres en parfait état? Pourquoi retirer la technologie qu'elles contenaient? Pourquoi effacer leur existence des cartes, à moins que ce qu'elles contenaient ne révèle quelque chose qu'on ne voulait pas que nous sachions, quelque chose qui contredisait l'histoire officielle. Et cet effacement de masse s'est produit en 1 mois après l'effondrement de la commune. Ce qui soulève la plus grande question. Que s'est-il passé en 1871? L'année 1871, la Commune de Paris. J'ai commencé à chercher ce qui s'était passé pendant cette période. Ce que j'ai découvert n'était pas le chaos de la guerre. C'était une purge systématique. Les rapports de dégâts d'incendie de 1871 montrent une destruction sélective des archives. Certaines archives complètement détruites, tandis que les salles adjacentes restaient intactes. Des fragments de documents survivants référencent des ouvrages antérieurs. Les listes d'inventaire post-commune montrent des lacunes massives dans les registres. Ce ne sont pas des dommages de guerre aléatoires, ce sont des brûlures ciblées. Les schémas de dégâts d'incendie sont illogiques. Si c'était un incendie de guerre chaotique, tout aurait brûlé de manière égale. Mais non. Certaines sections ont été complètement incinérées tandis que d'autres, juste à côté, sont restées intactes. Cela suggère un brûlage ciblé de connaissances spécifiques plutôt que des dommages de guerre chaotiques. Les enquêtes complètes sur les infrastructures pré-Haussmann ont disparu. Les cartes anciennes référençant des galeries souterraines se sont évaporées. Toutes les références au réseau existant ont été supprimées des publications post-1871, comme si quelqu'un voulait s'assurer que nous ne saurions jamais ce qui existait avant. Puis j'ai remarqué quelque chose de troublant. 1871 marque un schéma mondial. La même année, l'incendie de Chicago détruit les archives de la ville. La même période, Londres commence sa modernisation avec des purges de registres. Vienne, Berlin, Saint-Pétersbourg.
Toutes les grandes villes européennes subissent des rénovations urbaines majeures, toutes accompagnées de destructions mystérieuses d'archives. Ce n'est pas une coïncidence, c'est coordonné, un effacement coordonné des connaissances sur les infrastructures pré-réinitialisation. Quelqu'un voulait s'assurer que nous oublierions, que nous accepterions la nouvelle histoire. L'histoire où Haussmann a tout construit, où le 19e siècle a tout inventé. Ce n'est pas la préservation qui a échoué, c'était une destruction délibérée. Quelqu'un voulait s'assurer que nous ne saurions jamais à quoi ressemblait Paris avant Haussmann, ou ce que ces tunnels transportaient à l'origine, ou comment ils fonctionnaient vraiment. L'effacement n'était pas un accident, c'était le plan. J'ai commencé à examiner les pierres elles-mêmes. L'analyse des matériaux de la maçonnerie des tunnels révèle une précision de coupe et des schémas de vieillissement incompatibles avec la construction des années 1850. Les photographies en gros plan des joints de pierre montrent des marques d'outils, des surfaces trop lisses, des rainures trop uniformes, une précision qui ne devrait pas exister. Les surfaces de pierre montrent des schémas d'érosion par l'eau nécessitant plus de 100 ans d'exposition. Pourtant, le calendrier officiel prétend une coupe dans les années 1860. Les marques d'outils indiquent une technologie de coupe de précision non disponible avant les scies à diamants modernes. Comment ont-ils coupé ces pierres avec une telle précision en utilisant les outils des années 1850 ? J'ai cherché les registres d'approvisionnement en pierre, aucun contrat de carrière, aucun registre de transport, aucun registre de guilde de maçons. Les pierres apparaissent simplement dans le calendrier officiel sans documentation de chaîne d'approvisionnement. Des milliers de tonnes de pierres parfaitement taillées et personne ne sait d'où elles viennent. Les données d'analyse du vieillissement géologique ne mentent pas. Ces pierres ont été taillées bien avant les années 1860. Les schémas de vieillissement suggèrent une fabrication pré-réinitialisation, puis elles ont été rénovées, nettoyées, réutilisées. Haussmann n'a pas construit ces tunnels. Il les a nettoyés. Il les a appropriés. Il les a rebaptisés. La même précision de coupe de pierre se retrouve dans les structures de l'époque tartare à l'échelle mondiale. Des joints parfaits, pas de mortier. Des schémas de vieillissement suggérant une fabrication pré-réinitialisation. Ce ne sont pas des constructions des années 1850, ce sont des héritages réutilisés. Les pierres se souvenaient de leur âge, même si les registres ne le faisaient pas. Et cela signifiait que chaque photographie de construction, chaque cérémonie d'achèvement, chaque crédit d'Haussmann était une documentation d'appropriation, pas de création. Nous regardions des photos de cérémonies d'inauguration pour des infrastructures vieilles de plusieurs siècles, des hommes souriant à côté de leur réalisation alors qu'ils se tenaient simplement dans l'héritage de quelqu'un d'autre. Puis, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Les bâtiments majeurs de l'époque haussmannienne contiennent des canaux de fondation se connectant directement au réseau d'égouts, mais pas pour le drainage, avec des caractéristiques architecturales suggérant une intégration intentionnelle d'énergie, de pression et de distribution d'eau. Les photographies des sous-sols des bâtiments montrent des canaux de pierre ornés. Les sections transversales architecturales révèlent des puits verticaux reliant les sous-sols aux tunnels. Des vestiges de réservoirs de pression dans les chambres de fondation. Ce ne sont pas des ajouts ultérieurs. Ils font partie de la conception originale. Les fondations des bâtiments montrent une coordination avec le réseau de tunnels qui précède la séquence de construction supposée. Les bâtiments ont été conçus autour de tunnels qui n'existaient supposément pas encore. Comment concevoir autour de quelque chose qui n'existe pas, à moins que cela n'existe déjà, à moins que les bâtiments n'aient été conçus pour s'intégrer dans un système préexistant? Les plans architecturaux des fondations ne mentionnent pas les canaux de connexion malgré les preuves photographiques. Les registres de bâtiments post-1860 et 11 omettent systématiquement les détails du niveau du sous-sol présent dans les photographies de construction. Encore une fois, l'effacement. Encore une fois, la suppression. L'intégration bâtiment-tunnel correspond à l'architecture du système tartare, les structures comme chambres de résonance, les sous-sols comme nœuds de pression, les puits verticaux pour la collecte d'eau atmosphérique. Ce ne sont pas des systèmes séparés, c'est une infrastructure unifiée, un réseau à l'échelle de la ville où chaque bâtiment jouait un rôle. Je me tenais dans un de ces sous-sols regardant les canaux. Ce n'étaient pas des bâtiments avec des égouts en dessous, c'étaient des bâtiments alimentés par ce qui coulait en dessous. Une machine à l'échelle de la ville où chaque structure jouait un rôle. Les bâtiments n'étaient pas simplement placés sur la terre, ils étaient branchés sur un système qui existait avant eux, un système qu'ils étaient conçus pour exploiter. C'est alors que j'ai remarqué les plafonds. Dans les tunnels, j'ai découvert des caractéristiques architecturales que je n'avais jamais remarquées auparavant, des perforations dans les plafonds, des puits de ventilation avec des motifs géométriques, des rainures de collecte de condensation. Tout cela suggère un système conçu pour extraire l'eau atmosphérique, pas pour éliminer les déchets. Les photographies de détail du plafond montrent des perforations de précision. Les diagrammes de puits de ventilation révèlent un espacement harmonique,
Les données d'analyse de l'humidité de l'air du tunnel montrent une efficacité de collecte de condensation. Ce n'est pas de la ventilation, c'est de la collecte, c'est de l'extraction. Les motifs de perforation et les géométries de puits démontrent une compréhension de la récolte d'eau atmosphérique, nécessitant des connaissances de la dynamique de l'humidité qui n'ont été formellement étudiées que par l'appli Cotard. Météorologie du XXe siècle. Comment savaient-ils? Comment ont-ils conçu ces systèmes sans la science moderne? La documentation de l'objectif original est absente. Le système est simplement étiqueté « ventilation » dans les registres post-1871 malgré des caractéristiques architecturales suggérant une fonction plus sophistiquée. Encore une fois, le réétiquetage, encore une fois, la simplification. Comme si quelqu'un voulait que nous oublions ce que cela faisait vraiment. L'extraction d'eau atmosphérique est une technologie tartare centrale. Un système d'énergie libre alimentant les villes par des différentiels de pression, la collecte de condensation et la distribution hydraulique. Le récit d'égout est l'histoire de couverture post-réinitialisation, une façon de réutiliser quelque chose de puissant en quelque chose de banal. Et c'est là que j'ai réalisé, ce n'était pas seulement Paris, ce n'était pas seulement un système d'égout, c'était la Tartarie, ou du moins les échos de quelque chose comme ça. Une civilisation qui utilisait l'eau, la géométrie, la résonance et la pression comme un système intégré, un système qui créait de belles structures qui étaient aussi des machines fonctionnelles, pas des moteurs que nous alimentons, mais des structures qui s'alimentent elles-mêmes. Avant de continuer plus profondément, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime maintenant », pas pour l'algorithme, mais parce que cela me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veulent vraiment la vérité. L'un des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes, parce que ce qui vient ensuite révèle que le système n'était pas seulement sophistiqué, il était civilisationnel. J'ai commencé à cartographier le réseau de tunnels. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. La disposition du réseau de tunnels suit des motifs de géométrie sacrée, espacement du nombre d'or, points d'intersection pentagonaux, expansion en spirale de Fibonacci. Ce n'est pas du pragmatisme d'ingénierie, c'est une conception harmonique intentionnelle. Les cartes de superposition montrent des motifs géométriques. Les photographies aériennes révèlent une symétrie pentagonale. Les diagrammes de géométrie comparative correspondent aux dispositions de sites sacrés. Paris vu d'en haut ressemble à un mandala géant. Un motif, un dessin, une machine géométrique. Le réseau démontre une planification géométrique unifiée sur 2400 km, nécessitant une perspective à vol d'oiseau et une précision mathématique impossible avec la technologie d'arpentage au niveau du sol des années 1850. Comment ont-ils planifié cela? Comment ont-ils vu cela? Comment ont-ils coordonné cela sans vue aérienne? Aucun plan directeur n'existe montrant la conception géométrique globale, seulement des cartes section par section qui obscurcissent le motif unifié. Les méthodes de coordination d'enquête originales n'ont jamais été documentées, parce qu'il n'y avait pas de coordination, il n'y avait que de la découverte de quelque chose qui existait déjà. La géométrie sacrée est centrale à l'infrastructure tartare, résonance harmonique du nombre d'or, distribution d'énergie pentagonale, expansion en spirale correspondant au motif atmosphérique naturel. Ce n'est pas de la planification civique, c'est de l'ingénierie de fréquence. Une façon de syntoniser une ville entière à des fréquences naturelles, de faire résonner la ville avec le monde. La géométrie n'était pas décorative, elle était fonctionnelle. Les tunnels n'étaient pas placés au hasard, ils étaient accordés, comme des cordes sur un instrument jouant une fréquence à l'échelle de la ville, une symphonie souterraine que nous ne pouvons plus entendre, mais qu'ils entendaient, mais qu'ils comprenaient, mais qu'ils utilisaient. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange, des trous de boulons remplis, des sections de murs rapiécés, des empreintes fantômes de fixation retirées, une extraction systématique de ferronnerie des murs des tunnels, points d'ancrage pour les tuyaux, canaux de câbles, trous de montage de boîtes de jonction, tout extrait dans une période étroite post-1871 avant le début de la photographie de modernisation. Les photographies montrent des trous de boulons remplis, des sections de murs rapiécés et des empreintes fantômes de fixation retirées. Les registres de récupération municipaux énumèrent des matériaux récupérés sans spécification. Que récupérait-il? Pourquoi ne pas le documenter? Les motifs de retrait suggèrent que l'infrastructure extraite était un système électrique et hydraulique sophistiqué. Canaux de fils, points de montage d'isolateurs, connexions de réservoirs de pression, une technologie qui n'était supposément pas disponible avant les années 1880 à 1900. Pourtant, elle était là, dans les tunnels, puis elle a été retirée. Aucun inventaire des matériaux retirés, aucune explication pour l'extraction systématique. Les registres de récupération sont délibérément vagues. La documentation d'installation originale est complètement absente, parce qu'ils ne voulaient pas que nous sachions, ils ne voulaient pas que nous voyions, ils ne voulaient pas que nous comprenions.
Les preuves suggèrent un système de distribution électrique, canaux de fils, points de mise à la terre, montage d'isolateurs, correspondant à la technologie d'énergie libre tartare, retiré pour cacher l'infrastructure électrique héritée antérieure à l'ère Edison et Tesla. Parce que si nous savions que l'électricité existait avant Edison, alors toute l'histoire s'effondre, toute la chronologie s'effondre. Ils n'ont pas seulement retiré le métal, ils ont retiré la preuve que la technologie électrique n'a pas commencé avec Edison, elle s'est terminée avec Haussmann, elle existait avant, elle fonctionnait avant, et puis elle a été retirée, effacée, oubliée, remplacée par une version inférieure que nous devions alimenter, que nous devions contrôler, pour laquelle nous devions payer. J'ai suivi le réseau de tunnels jusqu'aux sorties de la Seine. Ce que j'ai découvert a tout bouleversé. Les points de décharge ne sont pas conçus pour l'élimination des déchets. Ils sont conçus pour la libération de pression. Les caractéristiques architecturales suggèrent que le système fonctionnait en sens inverse, aspirant l'eau, pas l'expulsant. Les photographies des points de décharge montrent une architecture de style admission. L'analyse de la direction du flux révèle un système réversible, des vestiges de chambres de pression sur les sites de sortie. Ce ne sont pas des points de décharge, ce sont des points d'échange, des interfaces entre le système souterrain et le fleuve. Les points de sortie contiennent des mécanismes de régulation de pression et des montages de vannes réversibles, suggérant un contrôle de flux bidirectionnel nécessitant une sophistication hydraulique au-delà de la capacité documentée des années 1850. Il ne se contentait pas de rejeter l'eau, il la faisait circuler. Il la contrôlait. Il l'utilisait. Les spécifications de direction de flux originales sont absentes. Toute la documentation post-1871 suppose l'évacuation des déchets, mais les preuves architecturales contredisent cela. Les registres de surveillance fluviale pré-rénovation ont disparu, parce qu'ils montreraient ce que la Seine était vraiment, pas un réceptacle de déchets, mais un tampon de pression, une batterie, un réservoir. Le système hydraulique réversible correspond au cycle de l'eau atmosphérique tartare. Collection, pressurisation, distribution, retour. Un système en boucle fermé à l'échelle de la ville, pas une élimination linéaire des déchets. Le fleuve comme tampon de pression, pas comme réceptacle de déchets. Un système vivant respirant à travers la ville. Le système ne se terminait pas à la Seine. Il commençait là. L'eau n'était pas expulsée, elle était mise en circulation. Un système vivant respirant à travers la ville, aspirant de l'atmosphère, circulant dans les tunnels, alimentant les bâtiments, puis retournant au fleuve. Un cycle, un système, une machine urbaine vivante que nous avons transformée en égout parce que nous avons oublié comment elle fonctionnait. Puis j'ai élargi ma recherche. Ce que j'ai découvert m'a stupéfié. Des motifs de chronologie identiques dans toutes les capitales européennes. Londres, Vienne, Berlin, Rome, toutes prétendant une modernisation des égouts dans les années 1850 à 1870. Toutes scellant des chambres après 1871, toutes effaçant les registres de pré-construction avec des lacunes de documentation identiques. Les graphiques de chronologie comparative montrent des revendications de construction synchronisées, des photographies de chambres scellées à travers les villes montrant des caractéristiques architecturales identiques. L'analyse des lacunes de registres municipaux révèle des motifs d'effacement parallèles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une coordination. Plusieurs villes prétendant l'excavation simultanée de réseaux de tunnels à l'échelle des cathédrales utilisant une technologie identique pendant la même période étroite. Une coordination logistiquement impossible suggérant l'héritage, pas la construction. Comment toutes ces villes ont-elles développé la même technologie en même temps? Comment ont-elles toutes achevé des projets impossibles dans les mêmes délais? Les registres de consultation d'ingénierie intervilles sont absents malgré l'uniformité architecturale. Aucune documentation de transfert de technologie. Chaque ville prétend à l'innovation indépendante d'un système identique parce qu'elles ne l'ont pas inventé, elles l'ont trouvé, elles l'ont hérité, elles l'ont approprié. Le motif mondial confirme l'infrastructure tartare héritée. Un système unifié à travers la civilisation, pas des projets civiques indépendants. Les années 1850 à 1870 ne sont pas une période de construction, c'est une période d'appropriation, un récit de réinitialisation coordonnée, un effort mondial pour réécrire l'histoire, pour prétendre que nous avons construit ce que nous avons seulement trouvé. Ce n'était pas de l'ingénierie civique, c'était un héritage civilisationnel déguisé en réalisation nationale. Chaque capitale européenne prétendant avoir indépendamment inventé la même technologie impossible pendant exactement la même période. Et toutes scellant les mêmes types de chambres, et toutes effaçant les mêmes types de registres, et toutes racontant la même histoire. L'histoire de la modernisation, l'histoire du progrès, l'histoire du génie du 19e siècle. Mais ce n'était pas du génie, c'était du plagiat, un plagiat civilisationnel. Et la preuve de coordination réside dans ce qu'ils ont scellé ensuite, dans ce qu'ils ont caché, dans ce qu'ils ne voulaient pas que nous voyions.
Les chambres scellées. C'est là que mon investigation s'est finalement concentrée. Des espaces sous Paris que les autorités municipales refusent d'ouvrir, marqués structurellement instables malgré le fait que les tunnels environnants restent opérationnels, tenant la preuve finale du véritable objectif du système. Les photographies des entrées scellées, les ordres d'interdiction municipaux, les témoignages divulgués d'ouvriers d'entretien décrivant des chambres intactes visibles au-delà des barrières, les données de radar à pénétration de sol suggérant de grands vides. Ils sont là, les chambres, intactes, scellées, cachées, les chambres scellées avec du béton moderne malgré la maçonnerie environnante vieille de 150 ans restant solide, suggérant un scellement motivé par la dissimulation du contenu, pas par nécessité structurelle. Pourquoi sceller avec du béton moderne? Pourquoi maintenant? Pourquoi si solidement? Aucune évaluation structurelle justifiant les fermetures. Aucun incident de sécurité publique provoquant les scellements. Les ordres de fermeture sont simplement marqués « décision administrative » sans explication. Les inventaires intérieurs des chambres n'ont jamais existé publiquement, parce qu'ils ne veulent pas que nous sachions, ils ne veulent pas que nous voyions. Les chambres scellées contiennent probablement une technologie tartare intacte, équipement de résonance, réservoir de pression, nœud de distribution électrique, preuve préservée d'un système d'énergie libre opérationnel avant l'appropriation et la mise hors service. La preuve que tout ce qu'on nous a appris était un mensonge, que nous n'avons rien inventé, que nous avons simplement dégradé. Ils sont toujours là-dessous, les chambres, les preuves, la technologie que nous avons héritée et enterrée. Et la question n'est pas ce qu'Haussmann a construit, c'est ce qu'il a scellé, ce qui se trouve sous chaque ville qu'on nous dit avoir été modernisé, ce que nous ne sommes pas censés nous souvenir. J'ai passé des mois sur cette investigation, j'ai parcouru des milliers de pages d'archives, j'ai examiné des centaines de photographies, j'ai cartographié des kilomètres de tunnels. Et à chaque étape, le même motif émergeait. Héritage, appropriation, effacement. Une civilisation avancée qui utilisait l'eau, la géométrie, la résonance et la pression comme un système intégré. La Tartarie. Une civilisation que nous avons héritée sans comprendre. Un système que nous avons reconverti parce que nous avions oublié son but. Être que le monde avant nous était bien plus avancé, avec une sorte d'ingénierie naturelle que nous ne comprenons plus, des structures qui étaient aussi des machines, des villes qui étaient des organismes vivants, une technologie si avancée qu'elle ressemblait à de la magie, et être que nous n'avons rien inventé du tout, nous avons simplement dégradé. Les 2400 km d'égouts de Paris ne sont pas les égouts d'Haussmann, ce sont les veines de la Tartarie. Et si c'est ce qui a survécu sous une seule ville, imaginez ce qui dort encore sous les autres.